on en remercie vivement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de l'invitation. Alors je le dis directement, vous risquez d'être déçus après avoir entendu Isabelle sur un, parce que alors là, moi ça va vraiment être juste un exemple, un paragraphe dans vos dissertes éventuels. Voilà, je le dis directement, j'estime pas que l'Afrique soit ma spécialité déjà, enfin tout le continent africain, mais alors l'empire colonial français en Afrique, encore moins. Cela dit, je vais quand même essayer de vous parler, donc un peu plus brièvement, d'un personnage donc, qui s'appelle Jules Molina. Et cet exemple peut être intéressant pour le sujet, l'empire colonial français en Afrique, puisque finalement ça permet un petit peu de repenser la frontière entre colons et colonisés. Vous allez voir, c'est très simple, là, le PowerPoint c'est 5 photos. J'ai vraiment fait non pas le fainéant, mais comme je vous dis, c'est un exemple que je trouve utile pour la question, mais qui n'est qu'un exemple. Juste pour vous donner, après je vais revenir sur toute sa trajectoire en détail, mais juste pour vous dire pourquoi ce personnage donc, de Jules Molina est intéressant. Donc il est décédé en 2009 à Massy-Palaiseau, et il a laissé ses mémoires à ses petits-enfants. Enfin, à ses enfants et ses petits-enfants. Et dans ses mémoires, alors il termine ses mémoires en disant « J'ai bien rempli ma vie ». Et finalement, c'est vrai que sa vie, il est né en 1923 dans le sud, au sud d'Oran. Je vais y revenir sur tous les détails de sa vie, là. C'est juste pour donner la trajectoire en entier. Donc il est né vers Oran, communiste, soldat de la Seconde Guerre mondiale, enfermé dans les prisons françaises en 1957, torturé, militant pour l'indépendance de l'Algérie. Il aura déchiré ses papiers d'identité français en 1962, il sera devenu algérien, mais vraiment, je veux dire, je vais revenir sur tout ça. Mais c'est pour ça que le sujet, où vous n'avez vraiment pas de chance, c'est que le sujet, les bandes chronologiques, Isabelle a parlé de 1885, ça n'a pas de raison d'être. Ça s'arrête en 1962 pour l'Algérie. Là, pour le coup, au moins, le sujet est honnête. Ça s'arrête non pas quand l'histoire de l'Afrique s'arrête, mais quand l'histoire de la France en Afrique s'arrête. Mais Jules Molina, pour lui, sa vie continue, puisqu'il reste vivre en Algérie jusqu'en 1989. Et finalement, son nom, en fait, sera sur les listes des maquisards islamiques et, en fait, des Européens, Français d'origine, menacé en fait de mort, et donc il va rentrer à contre-cœur en France en 89, enfin rentrer pour la première fois de sa vie, il va vivre en France en 1989, et il militera avec Henri Alleg, qui est donc son ami depuis l'Algérie, mais là encore davantage à Massy-Palaiseau, où ils militeront d'abord au Parti communiste, et alors ça existait à l'époque. Il trouvait que le Parti communiste était plus à gauche depuis qu'il avait accepté le capitalisme. Et du coup, pour vraiment militer, notamment à gauche, ils ont milité dans l'ACA, l'association contre le colonialisme d'aujourd'hui, jusqu'à sa mort en 2009. Et c'est Henri Alleg qui a fait donc un des éloges funéraires en disant que Jules Molina était avant tout un humaniste. Et c'est là où ça peut être intéressant, je trouve, pour nous, pour cette question. C'est pour le coup, comment on définit une trajectoire comme celle-ci. Alors je ne dis pas que sa trajectoire est représentative de toutes les trajectoires, bien sûr, mais ça échappe un petit peu au schéma traditionnel que tout le monde aime avoir, surtout quand on doit passer un concours. Un personnage, une explication, généralement c'est mieux. Mais là on peut se poser la question. Est-ce qu'il était uniquement anticolonialiste ou est-ce qu'il était aussi colonisateur? Est-ce qu'il était internationaliste ou est-ce qu'il était d'abord communiste? Est-ce qu'il était fils d'immigrés espagnols en Algérie? Est-ce qu'il était français? Ou est-ce qu'il était algérien? Est-ce qu'il était vétéran de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est ce qu'il a été, mais à partir de 1990, il était aussi moudjahid très officiellement, reconnu par le FLN. Et donc, il a encore, là, ses petits-enfants, par exemple, aujourd'hui, sont les seuls à avoir le droit, par exemple, d'ouvrir un bistrot en Algérie. Parce que leur grand-père était moudjahid, combattant du FLN.
Et pendant 15 ans en France, il a dû, c'était son travail, faire reconnaître les Français d'Algérie qui pouvaient avoir le titre de Moudjahid, combattant du FLN. Donc, quelle identité est-ce qu'on lui donne? Donc ça permet au niveau de l'histoire de l'Afrique, nous, peut-être d'interroger ce qu'on appelle schématiquement la situation coloniale, et au niveau de l'histoire aussi d'interroger, moi c'est une phrase que j'aime toujours bien de Michel de Certeau dans l'Invention du quotidien, où il disait qu'il était souvent intéressant de tourner le projecteur vers les héros anonymes. Et Michel de Certeau disait qu'en fait ça c'était le rêve de toute historienne, historien, mais qu'il y a le rêve puis qu'il y a les archives à côté. Et comment on fait pour restituer la vie de ces héros anonymes? Alors, nous, on a de la chance, là, il a laissé ses mémoires à ses petits-enfants, mais ces mémoires sont finalement d'une sobriété assez déconcertante. Et moi, j'ai eu la chance donc de les étudier, notamment avec Pierre-Jean Le Foll Luciani, qui, lui, est un vrai spécialiste de l'histoire, alors d'abord des Juifs d'Algérie, puis de l'histoire du genre en Algérie également. Bon, un historien de l'Algérie. Alors, pour revenir, du coup, pendant là, encore une vingtaine de minutes, je vous dis vraiment très brièvement, j'aurais pas voilà, la même amplitude, on va dire, analytique que la conférence précédente et que la suivante. Mais, quand on revient sur sa trajectoire, eh bien, quelle définition on peut donner? Alors, d'abord, on peut se dire que Jules Molina est un enfant d'immigrés espagnols. Alors, ses grands-parents ont émigré d'Espagne en Algérie, et ses parents sont nés en Algérie. Et puisqu'il y a eu le Senatus Consulte de 1865, puis le droit du sol institué en 1889, eh bien, puisque ses parents sont nés sur le sol français d'Algérie, Jules Molina est citoyen français. Il naît citoyen français. Cela dit, comme beaucoup des membres de la communauté ibérique dans laquelle il grandit, il faut bien voir que dans la région d'Oran, 2/3 des Européens sont d'origine espagnole. Eh bien, en fait, aux yeux de bien des Français originaires de métropole, et qui sont donc en Algérie, il n'est, et il s'en souvient, il le dit dans ses mémoires, il n'est qu'un Français à 2 francs 75. En fait, l'expression français à 2 francs 75, ça renvoie au prix du papier timbré qui accompagnait la demande de naturalisation des immigrés européens. Et donc, il dit qu'il a passé son enfance à être qualifié de Français à 2 francs 75. Alors, cette ascendance espagnole, elle est d'autant plus déterminante pour Jules Molina qu'elle renvoie plus précisément à une immigration prolétarienne. Molina, il naît à Pérego. C'est vrai que j'aurais pu mettre les noms. Pérego, c'est P-E-2-R, E accent aigu, G-A-U-X, donc au sud d'Oran. Il naît à Pérego dans une famille d'ouvriers, fondeurs et métayers. Donc c'est la photo de sa famille. Il a laissé 12 photos. Enfin, il a laissé, ce qu'on a retrouvé. Et alors là, vous voyez sa famille, où on ne voit même pas si c'est que des membres de la famille ou non, mais c'est ce qu'il y a marqué au dos de la photo, famille Molina, Pérego, 1929. Donc Jules Molina, c'est le petit à droite. Donc là, il a 6 ans. Alors, dans cette société à Pérego, donc c'est sa famille, donc des fondeurs, des métayers, dans ses mémoires, il dit qu'à ses yeux s'opposait une minorité de gros colons affairistes et une majorité de familles ouvrières travaillant dans des conditions inhumaines. Alors cette opposition entre colons affairistes et familles ouvrières, c'est ce qui a valu à la ville de Pérego le surnom de Petit Moscou. En fait, c'est en référence donc au militantisme des ouvriers du dépôt de chemin de fer, et le dépôt de chemin de fer était baptisé le Kremlin ou Moscou. Donc, et vous voyez donc le signe de ces militants. La ville, en fait, est une des villes où le Parti socialiste, ou la SFIO, est le plus actif, après, dans les années 30. Et dans les années 30, c'est grâce à la section de Maurice Rabier, R-A-B-I-E-R, si jamais. Maurice Rabier, donc c'est un militant qui, sous le gouvernement du Front populaire, a participé à Pérego, en 1937, au blocage des manifestants d'extrême droite du Parti populaire français.
C'est-à-dire que ce sont des paysans et des ouvriers, socialistes et communistes, qui ont empêché des manifestations d'extrême droite de se tenir dans leur ville. Donc ils ont contenu les militants hors de la ville. Et le jeune Molina a 14 ans lorsqu'il assiste à ces événements. Et en fait, il raconte dans ses mémoires qu'il est allé dire, il était petit, qu'il disait « Moi aussi, quand je serai grand, je serai socialiste comme vous ». Il est tombé sur des ouvriers qui lui ont dit « Ne nous insulte pas, on est communistes ». Et du coup, il dit qu'il a commencé à s'intéresser à tout cela à 14 ans. Cela dit, donc c'est là où on voit que se forge sa conscience de classe. Mais il est en revanche loin d'être conscient, et il l'écrit dans ses mémoires, de ce qu'il appelle le problème national des Algériens. C'est-à-dire qu'il reconnaît lui-même, alors a posteriori bien sûr, mais qu'il reconnaît que lui, il se sentait appartenir à une famille qui avait une conscience de classe, mais qui ignorait, ou du moins ne voulait pas mettre en avant, le problème national des Algériens qui, c'est ce qu'il explique, dans les années 30, toute sa famille les appelait de ceux qui travaillent des étoiles aux étoiles, c'est-à-dire du coucher du soleil au coucher du soleil, du coucher du soleil au coucher du soleil, des étoiles aux étoiles, c'est-à-dire toute la journée et en fait tout le temps. Alors en cela, lorsque Jules Molina accède à l'âge adulte, d'une certaine façon, et là on peut extrapoler en faisant des sujets d'agrègue là-dessus, il fait partie de ceux que Albert Memmi, M-E-2-M-I si jamais, appelle les colonisateurs de gauche. Alors là, c'est toujours intéressant. Albert Memmi, donc, il est issu, c'est un Tunisien, un écrivain tunisien, il est issu d'une famille juive et arabophone, et l'écrivain tunisien, alors, il définit la colonisation, je vous le cite, comme une évidente organisation de l'injustice. Et Memmi poursuit, où il explique, et vous voyez, c'est marrant parce que ces débats pourraient quand même avoir lieu aujourd'hui, quand certains lui disent « Oui, mais il y a plein de colons qui sont pauvres, etc. » Il dit « Oui, oui, oui. » Il dit « Mais tout colonisateur est privilégié car il l'est comparativement et au détriment du colonisé. » Et effectivement, on sait qu'un agriculteur algérien gagnait au moins 15 à 30 fois moins qu'un agriculteur français. Même si l'agriculteur français n'était pas un gros colon affairiste, mais, comme dit Albert Memmi, le colonisateur est privilégié car il est comparativement et au détriment du colonisé. Puisqu'il y a une embauche plus aisée, une insécurité moins grande contre la misère, contre la maladie, contre le chômage, une scolarisation moins précaire, et ainsi de suite. Et donc, Albert Memmi poursuit sur le colonisateur de gauche. Et là, c'est intéressant parce que Memmi, je vous le cite, dit que le colonisateur de gauche est enfermé dans une situation historique impossible. Et il dit impossible car la colonisation le place devant une alternative aux issues désastreuses. Soit accepter l'injustice quotidienne à son profit, soit accepter le sacrifice de soi nécessaire pour ne plus bénéficier de cette injustice. Et donc Memmi dit telle est la situation du colonisateur, s'il l'accepte, il en pourrit, s'il la refuse, il se nie, telle est la vie du colonisateur de gauche. Alors, bon, c'est Albert Memmi, c'est un écrivain, mais qu'est-ce qu'on peut dire de Jules Molina? C'est vrai que ça semble lui correspondre. En tout cas, ça correspond à la contradiction qui habite dans les années 30 et 40 la plupart des militants européens de la SFIO, donc la section française de l'Internationale ouvrière, les militants européens de la SFIO et, quoique dans une moindre mesure, les militants du PCF, Parti communiste français, et du PCA, Parti communiste algérien. En fait, beaucoup d'entre eux cherchent à concilier colonialisme et justice sociale, contestation du capitalisme colonial et préservation de la souveraineté française. Donc c'est une contradiction qui fait écho à ce que Memmi décrira dans les années 50. Et puis on a quelques trajectoires comme celle de Jules Molina, où le PCA le fera après, où dès 1940, il se déclara en faveur de l'indépendance algérienne et il estimera que la colonisation est une injustice dont il profite.
et il en appellera à. Alors vous verrez que ça va être plus compliqué. En fait, il se définit comme un communiste d'Algérie. Lui, il va dire justement, il faut accepter, non, lui pas français, mais ça va être la difficulté, on va le voir, parce qu'il est algérien. Parce que lui, il va dire justement, ceux qui refusent le problème national, eh bien, ne voient pas l'injustice de la colonisation. Cette identité communiste pour Jules Molina donne l'autre photo qu'on a trouvée. Donc, il est, alors, vous voyez, il y a la première rangée où un homme de couleur blanche met le bras autour du cou d'un homme de couleur noire. Juste à gauche, c'est Jules Molina. C'est sa tante qui m'a expliqué, moi je ne l'aurais pas reconnu. Pour beaucoup de soldats engagés par les métropoles, eh bien pour Molina ça va être ça, cette identité communiste, elle semble prendre forme durant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas dans les écrits qu'il a laissés. Alors pour Molina, comme beaucoup d'autres, le tournant de la guerre se situe en 1943. Donc le régime ultra, on va dire, de l'Algérie de Vichy est remplacé par le CFLN, le Comité français de la libération nationale. Donc c'est les généraux Giraud et Charles de Gaulle. Et l'ancienne armée d'Afrique est intégrée à l'armée française de libération. Et à l'automne 1943, eh bien Molina part pour l'Europe. Il part d'abord faire la campagne d'Italie, donc avec la grande bataille de Palestro, puis il remontera en France, puis en Autriche. Et donc il combattra aux côtés des 120 000 Algériens et Français d'Algérie, du corps expéditionnaire français. Et vous voyez à la photo, on voit aussi qu'il n'y a pas uniquement, c'est pas si scindé que ça. On voit qu'il y a des gens qui venaient, des soldats qui viennent plutôt d'Afrique de l'Ouest, d'autres d'Afrique du Nord, et on sait très bien qu'il y a aussi eu une solidarité dans les tranchées et une conscience en fait de venir d'ailleurs et d'avoir pour point commun de se battre pour un empire. Alors Molina, il n'est pas dans les colonisés, mais il n'est pas non plus dans les corps expéditionnaires classiques. Alors, du côté des Algériens, les combats de la Seconde Guerre mondiale provoquent l'essor de revendications nationalistes. Molina le raconte, et c'est drôle parce que Ben Bella, le premier président de la République algérienne, raconte la même anecdote. Molina, il raconte les discriminations dont étaient victimes beaucoup de soldats, ceux que la France appelait vont appeler les Français musulmans d'Algérie, quand il ne fallait plus les appeler les indigènes musulmans. Et il raconte cette anecdote que beaucoup de soldats algériens refusaient a priori de manger du porc pour les rations qu'on leur servait fin 43-44. Et que la réponse qu'on leur donnait, c'est de dire, écoutez, c'est l'effort de guerre, donc vous êtes bien sympa, vous êtes comme tout le monde, vous mangez du porc. Et que les soldats algériens répondaient, fort bien, donnez-nous aussi du vin. Réponse, ah non, vous êtes musulmans, pas de vin. Et Molina dit que c'était ces petites discriminations qui leur rappelaient qu'ils n'étaient et qu'ils ne seraient jamais français selon les mêmes critères. Et c'est vrai que c'est les moments où, pour ces Français musulmans d'Algérie, les revendications nationalistes vont faire écho à ces discriminations. Ce n'est pas un hasard si, dans la campagne de Palestro qui débute en 1943, on va retrouver 5 des fondateurs du FLN. Alors, je donne quelques noms comme ça, mais il y a Krim Belkacem, Mostafa Ben Boulaïd, Larbi Ben Midi, Mohamed Boudiaf, et à la rigueur peut-être un nom à retenir, Rabat RABH, Bitat, B-I-T-A-T, Rabat, Bitat, ils participent à la campagne d'Italie et ils seront dans les fondateurs du FLN. Et maintenant, curieusement, du côté des Français d'Algérie, là aussi, la guerre va nourrir un véritable sentiment national. Jules Molina, il écrira dans ses mémoires que l'Algérie lui manque tellement, que son pays lui manque tellement, qu'en 1945, il quitte l'Autriche après la victoire des Alliés. Il devait rentrer avec tout un itinéraire, se faire enregistrer dans des gares en France. Il ne savait pas combien il allait mettre de temps à rentrer en Algérie. Il rentre clandestinement en Algérie. C'est-à-dire que même comme soldat, il échappe à tous les recensements en se disant que ça va mettre 1 an. Et donc, ils sont 2 et il s'échappe de train en train. Alors, il s'échappe. Il ne va pas être poursuivi, mais il rentre clandestinement en Algérie. Et puis, il dira qu'il a perdu ses papiers, comme quoi il a été démobilisé, etc., pour revenir en Algérie.
Mais, et là il le raconte, que la seule chose avec laquelle il revient, c'est une anecdote risible, mais c'est la photo de Staline. Parce qu'il dit qu'en fait, il a pris un malin plaisir pendant 1 an et demi, devant tous les soldats allemands, autrichiens, à afficher la photo de Staline à chaque fois qu'il allait dans différents baraquements où il y avait des prisonniers. Parce que pour lui, la défaite du nazisme devait signer l'avènement du communisme. Voilà pour la Seconde Guerre mondiale. Et puis, après les victoires du bloc soviétique, donc dans le monde de l'après-guerre, eh bien, le communiste d'Algérie, donc Kemollina, va surtout devenir anticolonialiste. Donc, vous voyez, c'est encore une autre identité, mais voilà, des identités multiples. Alors, je vous mets juste cette photo parce que c'est la seule photo qu'il a laissée de la période 45-62. Et cette photo est plus révélatrice lorsqu'on sait que cette photo est prise à sa sortie de prison et après avoir été torturé pendant 8 jours et avoir passé 9 mois en prison. Mais il disait qu'il tenait à aller à la pêche parce qu'il savait que la plupart des communistes étaient suivis et qu'il fallait donner l'impression d'avoir une vie normale. Et derrière la carte postale, il y a marqué, et uniquement ça, normal 1958. Et c'est sa tante qui nous racontait que leur père leur expliquait qu'il fallait surtout avoir l'air d'avoir une vie normale. Alors comment cela se passe? Après 1945, donc je ne vous fais pas l'histoire de l'Algérie ni d'Afrique, Asie, les revendications d'indépendance se multiplient. Et, moi je colle au sujet, hein, l'empire colonial français en Afrique, donc on n'étudie pas les Africaines et les Africains. Je blague, mais la formulation du sujet est quand même assez problématique. Alors, qu'est-ce que Molina fait? Eh bien, comme beaucoup de colonisateurs européens, certains soutiennent l'intégration des colonisés à la société coloniale. Mais en Algérie, et comme ailleurs, hein, mais surtout en Algérie, pour beaucoup de colonisateurs européens, même s'ils soutiennent cette intégration ne signifie en aucun cas indépendance. Et certains vont au contraire prendre parti, justement, pour l'indépendance. Mais cette ambiguïté, elle anime aussi des militants comme Jules Molina. Là, on peut prendre un autre exemple de l'écrivain et instituteur Mouloud Ferraoun, qui a écrit donc ses carnets, alors posthume puisqu'il est mort quelques mois avant la guerre, avant l'indépendance de 62. Mouloud Ferraoun, F-E-R-A-O-U-N. Et en fait, ces carnets, donc il a dissimulé dans l'école où il était instituteur, et donc il s'est fait assassiner par l'OAS, mais ces carnets ont été publiés de manière posthume. Et donc on suit la guerre de Mouloud Ferraoun. Et qu'est-ce qu'il écrit en février 1956? C'est assez révélateur de cette ambiguïté de colonisateurs européens, même de gauche. Il écrit, à propos de cette intégration, « Pourquoi prétendez-vous faire de nous ce que vous ne voulez pas que nous soyons réellement ?» Je pourrais dire la même chose à Camus et à Robles. Donc c'était ceux avec qui il communiquait beaucoup avec Camus. Enfin, pas beaucoup, mais après ils ont... Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont tort de parler puisqu'ils ne sauraient aller au fond de leurs pensées. Il vaut 100 fois mieux qu'ils se taisent, car enfin, ce pays s'appelle bien l'Algérie et ses habitants des Algériens. Pourquoi tourner autour de cette évidence? Êtes-vous Algériens, mes amis? Votre place est à côté de ceux qui luttent. Dites aux Français que ce pays n'est pas à eux, qu'ils s'en sont emparés par la force et entendent y demeurer par la force. Tout le reste n'est que mensonge et mauvaise foi. Eh bien, ça va être la position d'abord des communistes du PCA, des Européens du PCA, Parti communiste algérien, qui vont parmi les premiers, en 1948 notamment, très officiellement, se déclarer pour l'indépendance algérienne. Alors, c'est les consignes du Cominform, la troisième internationale, se déclarer en faveur de l'indépendance. Et donc Jules Molina en fait partie et décide de s'investir dans la lutte du PCA. Donc il est membre depuis 1947 et il devient secrétaire de la section d'El Biar, B-I-A-R, en banlieue d'Alger. Et en fait, c'est là où il développe une sociabilité militante. Donc il va militer alors avec des militants comme André Prenant, par exemple, un enseignant et chercheur en géographie, qui en fait, contrairement au PCA et au PCF, n'emploiera pas cette expression, mais très ambiguë, de parler de la nation algérienne comme une entité en formation. Eux, ils diront que la nation algérienne est déjà une réalité bien vivante. Et c'est tous les débats, justement, sur ce qu'est la nation algérienne.
Puis il va continuer cette sociabilité militante et devenir secrétaire du bureau régional d'Alger du PCA en 1950. Secrétaire du bureau régional d'Alger. Et puis en 1951, il devient directeur de l'imprimerie du parti à Alger et c'est comme ça qu'il va devenir l'éditeur du journal Liberté. Alors, mais dans les locaux, c'est rue Coqueline à Alger, moi si je le prononce bien, eh bien, qui est-ce qu'il côtoie? Il côtoie des militants d'origine européenne, mais il côtoie des nationalistes algériens, comme ceux du NTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le NTLD. Il côtoie des communistes européens de la CGT d'Algérie, où il côtoie et devient ami, par exemple, avec Henri Maillot, du PCA, Parti communiste algérien. Donc Henri Maillot, qui est un des camarades de Molina, c'est celui qui, en avril 1956, dérobe à l'armée française un stock d'armes qui sera en partie livré au FLN, puisque le PCA essayait de négocier avec le FLN son existence, puisque la stratégie du FLN était de dire qu'aucun autre parti ne pouvait exister. Mais le PCA essaye de négocier cette reconnaissance. Et donc Molina en fera partie. Et donc il relaiera aussi les appels à rejoindre le FLN tout en existant et à transporter des armes. Mais il se fait arrêter par la DST, donc la Direction de la Surveillance du Territoire, à fin 1956. Donc il se fait arrêter parce que les autorités le soupçonnent à raison de participer à la publication du journal Liberté, donc le journal du PCA. Mais le PCA est interdit depuis 1955, le journal est interdit depuis 1955, et en fait, chez une militante qui cachait des pièces pour les imprimeries, eh bien la militante, alors il n'y a pas de nom, mais probablement torturée elle aussi, Jules Molina est dénoncé, et en fait la DST l'emprisonne pendant 8 jours. Alors, dans ses mémoires, il est très sobre sur la torture, il ne dit rien. Il dit après 8 jours, entre les mains de la DST. Mais en fait, il l'a raconté à sa femme, puis à son fils et à ses 2 filles, qui l'ont raconté à leurs petits enfants, qui me l'ont raconté à moi dans des entretiens oraux. En fait, il explique qu'il a passé 8 jours à être torturé et qu'en fait, il a voulu avaler des pièces pour se suicider, pour essayer de ne pas parler, mais qu'il n'a pas parlé pendant les 8 jours, mais grâce à ses amis, qui en fait, dont Henri Allègre, qui se fait emprisonner juste après, en fait, les autres militants du PCA et du journal Liberté ont publié le journal Liberté sans lui, en disant que finalement la DST ne pourra pas l'accuser d'être l'éditeur du journal si un numéro venait à sortir. Et qu'en fait, l'un de ses geôliers, apparemment, lui a dit « Apparemment, t'as des bons copains, voilà ton torchon. » Et ils l'ont laissé sortir pour être emprisonné à la prison donc, de Barberousse pendant, il a été condamné à 9 mois de prison. Et alors, qui est-ce qu'il rencontre pendant ces 9 mois de prison? Et ça, c'est Pierre-Jean Le Foll Luciani qui raconte ce qu'est la sociabilité militante pour ces communistes en prison. D'abord, un soulagement. Oui, comme dit Pierre-Jean Luciani, 8 jours de torture, la prison est un soulagement. Et puis, il se fait une autre sociabilité, il rencontre les fondateurs du FLN. Sa cellule est en face de celle de Rabat Bitat, par exemple. Et donc, il explique que pendant 8 mois, ils vont débattre du communisme et du nationalisme avec des gens comme Rabat Bitat. Et lui, il est en prison avec Paul Caballero. Donc, là, Jules Molina, c'est celui qui se fait allumer le cigare. Et là, c'est une photo, mais postérieure, en 1965, quand les socialistes se font arrêter par le nouveau gouvernement de Boumedienne. Bon, c'est pas au programme. Alors, il retrouve donc des camarades du parti, puisqu'il est emprisonné, par exemple, avec Paul Caballero. Alors, Paul Caballero, c'est un ouvrier métallurgique, lui aussi né en Algérie, lui aussi d'un père espagnol, qui est partisan d'une algérianisation du Parti communiste algérien et d'une lutte indépendantiste dirigée par le parti. Et là, en fait, on a des discours de Caballero, des débats avec Rabat Bitat. Et donc, je vous cite Caballero, qui dira à Bitat: pour toi, l'indépendance est le but final, mais c'est là où nous sommes différents, nous les communistes. Pour nous, l'indépendance n'est qu'une étape, car après, il faudra bien se battre pour que ce soit le peuple qui profite de cette indépendance. Et où Rabat Bitat leur répondait: nous sommes le peuple,
vous êtes celui qui les a opprimés. Et en fait, où il débattait de cela, et il le raconte dans ses mémoires. Et il raconte comment, en fait, si Jules Molina peut rester jusqu'en 89 en Algérie, c'est parce qu'il restera ami avec Rababitat. Parce que beaucoup d'autres Européens n'auront pas la même position. Mais toujours est-il que jusqu'à 54, 57, 58, et donc quand il sort de prison, il a cette ambiguïté qui caractérise beaucoup de communistes français et européens. Oui, il est engagé dans la lutte d'indépendance, mais est-ce qu'il est indépendantiste ou est-ce qu'il est essentiellement communiste? Eh bien là, c'est ambigu. Et alors, une fois qu'il sort de prison, et là on peut voir aussi la contingence de l'histoire, alors là c'est Pierre-Jean Le Foll-Luciani qui livre cette hypothèse. La plupart des communistes européens, et surtout les membres du PCA, quand ils sortaient de prison, ils allaient être assignés à résidence. C'était un système carcéral, l'assignation à résidence. Ou tout du moins suivis par la police ou par des militaires. Pas Jules Molina. D'après Pierre-Jean Le Foll-Luciani, parce qu'il a retrouvé les archives, c'est tout simplement parce qu'il a été libéré un dimanche. Et qu'en fait, il n'aurait pas été... C'est l'hypothèse de Pierre-Jean en disant que Paul Caballero sera suivi, que Claude Duclerc sera suivi, que c'est dans les archives le nom de tous ces militants qui étaient suivis ou qui ont été assignés à résidence même après, et pas Jules Molina. Et il va continuer donc la vie en Algérie jusqu'en 62, et il va transporter des armes de temps en temps pour le FLN, et surtout abriter clandestinement des communistes pourchassés par les autorités. Arrive l'indépendance, et donc, avant l'indépendance, il va diriger, il commencera à travailler à l'ACLO, c'est la centrale laitière d'Oran. Donc vous le voyez, là on le voit, il est au milieu, avec son costume et un polo. Et en fait, il va rester à l'ACLO après jusqu'à la fin des années 60, et où il organisera des grèves ouvrières. Et on lui doit quand même, le tassili. C'est le premier camembert algérien. Mais même lui le reconnaît, que ce camembert était immonde. Mais en fait, il a fait importer des vaches normandes avec le gouvernement algérien dans les années 60. Et il a essayé de faire ce camembert algérien. Arrive l'indépendance. Donc l'indépendance, alors je ne crois pas que dans la lettre de cadrage, ils aillent jusqu'à dire que le programme s'arrête aux accords d'Évian, quand même. Si, ok, d'accord. Alors, on dépasse le programme de 3 mois. Oui, il y a les accords d'Évian. Bon, les Algériens continuent quand même à se battre. C'est aussi une guerre civile, vraiment. Et l'indépendance va être proclamée le 5 juillet 1962. Et donc, là, on va avoir à la fois un jour de liesse, mais aussi des violences perpétrées à Oran contre les Français d'Algérie. Et là, c'est son fils, à Jules Molina, Paul Molina, donc, c'est un petit ouvrage qu'on a édité aux éditions de la Sorbonne, Les vies de Jules Molina, un communiste d'Algérie, où en fait il y a une introduction d'abord de moi, puis de Pierre-Jean Le Foll-Luciani, les mémoires de Jules Molina, et puis 4 interviews, la fille de Jules Molina, le fils de Jules Molina, Fernand Gallinari, un autre communiste d'Algérie, parti lui aussi en 89 en France, et le texte d'Henri Allègre à son enterrement. Et Paul Molina, donc le fils, qui lui aussi a vécu en Algérie jusqu'en 1983, il est ensuite parti faire sa thèse d'océanographie en Union soviétique, et il est rentré à Paris, mais là encore je dis rentré, non, pour la première fois de sa vie, il est arrivé à Paris en l'an 2001, parce qu'il a quitté la Russie, parce qu'il trouvait que le capitalisme sauvage en Russie, eh bien, n'était plus vivable, et il a découvert la France en 2001. Mais vous voyez, donc c'est d'autres identités. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il se souvient du 5 juillet 62, il avait 9 ans, et il se souvient d'être arrêté à des barrages militaires, enfin un barrage militaire, par des militants, des soldats du FLN et de l'Armée de Libération Nationale. Et qu'il a vu des tirs où des Français d'Algérie se sont fait abattre ce jour-là. Et un des militaires qui arrivait avec son fusil pointé sur eux est arrivé, et lui s'est dit qu'il s'est vu mourir, mais qu'un autre militaire a posé la main sur l'épaule de son camarade en lui disant « Celui-là, tu ne le touches pas, c'est notre voisin, tu le laisses passer ». Et en fait, il a cette phrase en disant « Oui, c'est une guerre civile, c'est une guerre d'indépendance, mais c'est aussi une guerre civile, donc c'est aussi une guerre entre voisins ».
Et en fait, son père lui a expliqué, puisqu'il y avait cette phrase, mais qui a été mythifiée, la valise ou le cercueil. Comme quoi, sur le million, on va dire, de Français d'Algérie, ils n'avaient qu'un choix, la valise ou le cercueil. Non, ça a été un mythe construit après, notamment, par ceux qui se revendiquaient pieds noirs. Jamais Jules Molina n'a accepté la terminologie pieds noirs. Où il disait non. Quand on leur disait vous êtes des pieds noirs, ils disaient non, nous on est pour l'indépendance algérienne. Et on est pour que l'Algérie soit aux Algériens. Ils disaient pieds noirs, c'est ceux qui refusent. Eux, c'était leur terminologie. Et en fait, eh bien, lui a raconté donc à son fils qu'il n'y avait pas à avoir un choix à faire. Eh bien, comme 150 000 autres Français d'Algérie, ils ont fait le choix de rester en Algérie. Il a demandé sa nationalité algérienne et il a pu l'avoir, à mon avis, la manière dont il l'écrit, grâce à Rababitat. Puisque Rababitat, après, a intégré le gouvernement Boumedienne en 65, pas de Ben Bella en 62, enfin même s'il y était, il n'était pas dans l'instance dirigeante, et on pense qu'il a eu la nationalité algérienne comme ça. Et c'est donc là qu'il a déchiré ses papiers d'identité français. Et donc, il est resté en 62. Et juste, alors même si je fais un bond, mais c'est aussi révélateur, donc il a été enterré à Massy-Palaiseau en 2009, et le jour de l'enterrement, eh bien, là, il y avait des Algériens qui étaient là, et donc Paul Molina notamment, eh bien, avec un fonctionnaire de l'ambassade algérienne en France qui lui a tendu le téléphone portable, et en fait, il avait l'ambassadeur d'Algérie en France qui l'a appelé pour lui présenter ses condoléances, pour lui dire, pour Jules Molina, donc un moudjahid, puisqu'il a été reconnu moudjahid après. Alors juste, et je m'arrête là, qu'est-ce que cet exemple peut révéler? Peut-être deux choses. C'est la phrase de Frédéric Cooper et Jane Burbank dans leur bouquin en 97 sur la manière de repenser le colonialisme, où ils disaient qu'il fallait quand même avoir conscience que être colonisé ne fait pas tout, et qu'il y avait d'autres espaces dans la vie des colonisés. Eh bien là aussi, on pourrait dire à l'inverse, être colon ne fait pas tout. Il n'était pas uniquement colon. Oui, il était colonisateur de gauche, de par son statut, de par sa naissance, mais il était aussi communiste, mais il était aussi internationaliste, mais il était aussi humaniste, puisque même lui le dira que si l'Algérie avait été le Vietnam, il aurait sûrement eu la même vie, et qu'en fait, il n'a jamais revendiqué l'identité algérienne. Il le dira plus tard qu'il s'est senti algérien, mais qu'il sait très bien qu'il n'était pas algérien. Mais il dira également qu'il ne s'est jamais senti français. Et que lui, en fait, son identité, eh bien, finalement, tout le monde se trouve une identité, hein, eh bien, pour lui, c'était d'être communiste. Et ce que ça nous apprend peut-être pour nous, alors, souvent, on a dépassé l'idée de, alors, la colonisation, c'était vertical, jusqu'au point où beaucoup d'historiennes, d'historiens peuvent parler de rencontre coloniale. C'est un collègue à moi, qui s'appelle Antonin Plarier, qui, je trouve que sa phrase est très bien, il dit « faut quand même pas pousser, c'était d'abord une agression ». Quand il y a une agression, on ne parle pas de rencontre. Mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un échange. Contraint, certes, mais on peut quand même parler d'une relation forcée, bien entendu. Mais ça nous permet de relativiser l'idée que la colonisation aurait été uniquement un dos à dos ou un face à face entre colons colonisés. Ça n'enlève rien à la violence de la colonisation, et comme disait Albert Memmi, à la colonisation comme organisation sociale de l'injustice. Mais pour comprendre la profondeur sociale et la quotidienneté de la colonisation, des trajectoires comme celle de Molina, voilà, permettent d'offrir une petite fenêtre pour la regarder. Et je vous remercie. Que je suis sûre vous pourrez investir dans vos copies. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on est chacune dans un rang. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une idée, une estimation du nombre de ces Français d'Algérie qui ont vraiment milité pour l'indépendance algérienne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier? Alors, peut-être mes collègues, Claire Zotao, Orainabo, moi je ne crois pas qu'on puisse le quantifier, et de toutes les manières, si on devait faire une estimation, ça ne dépasse pas, à mon sens, les quelques milliers qui ont manifesté là, mais on n'a pas... Il y a le PCA, en fait, qui a pris position pour l'indépendance plus tôt, puis le PCF après.
au niveau des militants, quelques milliers, mais pas plus. Quelques dizaines, je dirais. Alors, au PCA, Pierre-Jean Le Fauché, dans son ouvrage, parle quand même de 1500 qui ont été assignés à résidence pour... Donc, c'est pour ça que je dirais quelques milliers, quoi. Après, entre être au PCA, et donc qui avait pris parti pour l'indépendance, et militer très concrètement, et passer des armes ou autre, là, on passe peut-être de quelques milliers à quelques dizaines, en effet. Mais en tout cas, c'est une infime minorité dans la minorité. Oui, moi j'aurais une question sur cette identité plurielle. Donc c'est quelqu'un qui a écrit clairvoyant à propos des privilèges que lui apporte le fait d'être un colon. C'est posthume, hein, c'est ses mémoires. Ouais. Et est-ce que même du coup dans ses mémoires, il a conscience de son identité masculine? Est-ce qu'il s'est évoqué? Est-ce qu'il... Enfin, je sais pas. Homme né en 1923, à votre avis? Non, mais c'est très intéressant. Pour répondre à ça, moi, dans les entretiens qu'on a réalisés donc avec sa petite fille et avec son fils, avec son fils et sa fille, moi, je leur demandais quel était le statut de sa femme en Algérie, parce qu'elle a voulu rentrer plus tôt en France. Et en fait, donc la fille, Danielle Molina, expliquait en disant que sa mère n'avait était communiste, oui, mais qu'elle n'avait pas le choix de rester en Algérie parce que, bon, elle se sentait appartenir ici, mais quand, dans les années 80, avec les maquis islamiques, ils étaient déjà menacés, elle voulait rentrer, et même, et elle le disait elle-même en disant, oui, il a beau être communiste, mais j'avais quand même pas le choix. Et donc, clairement, c'est là où c'est hyper toujours nécessaire de voir les inégalités race, classe, genre, et de voir comment, eh bien, même on peut défendre la classe et en fait, pour le genre, être là-dedans. Et alors là, c'est un autre projet. Elle a laissé ses mémoires et des lettres. Et alors, bon, moi, je suis pas spécialiste de l'Algérie. J'ai beaucoup aimé faire ce travail. Mais Pierre-Jean Le Foll-Luciani, on en a déjà parlé, d'essayer de voir justement cette militante, parce que elle aussi, elle les a cachés. Les communistes clandestins, Paul Caballero, etc. Elle aussi, elle militait à l'ACA, à Massy-Palaiseau, après, mais clairement, quand, c'est Danielle Molina, c'est dans les interviews, quand on lui demandait, elle a la soixantaine, on va dire, et elles ont rigolé, mais vous voyez, d'un rire jaune en disant, oui, des communistes, ça restait un mec. Voilà. C'est trivial de le dire comme ça, mais voilà, c'était clairement ça. Une question au centre de la fille. Déplacement du micro. Oui, bonjour. Simple question très rapide. Comment est-ce que Jules Molina s'est positionné pendant la guerre d'Algérie dans le conflit entre le FLN et le MNA de Messaliage? Est-ce qu'il en a parlé ou pas? Rien dans ses mémoires. Lui disait juste que, et vous voyez, c'est là où on sent que les Algériens devaient gagner. En revanche, parce que moi aussi je me suis posé la question, et le FLN, le MNA, mais puis il y avait d'autres partis avant. Ce qui est intéressant, c'est de voir ses mémoires, on peut essayer de deviner ça dans l'après. C'est-à-dire que lui se qualifiait de communiste. Mais le FLN n'est pas communiste. Le FLN était socialiste. Donc Jules Molina a intégré le PAGS, le parti de l'avant-garde socialiste. Mais en fait, il est resté communiste et le pouvoir le savait très bien. Ce que ça nous montre, c'est les bricolages de l'État FLN qui, tout en discriminant les communistes, se servaient également des communistes. De là à savoir ce que pensait Jules Molina sur FLN-MNA, je pense que, alors c'est des travaux, mais Sylvie Thénault, dans l'histoire de l'Algérie, enfin, elle n'a pas dirigé toute seule, mais où il y a une hypothèse là-dessus, je ne saurais plus vous dire, parce que le livre est tellement... qui disait que c'est peut-être là où on voyait la frontière coloniale, c'est-à-dire que même des militants européens pro-indépendantistes ne se souciaient pas forcément de cette lutte-là, qui pour eux était une lutte d'Algériens, sans voir que Algérien était une essentialisation également. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est sur Kern, l'histoire de l'Algérie coloniale, et il y a des chapitres là-dessus, mais Jules Molina, aucune trace dans ses archives. Et là, ça serait de l'extrapolation pure et simple. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Alors dans ce cas-là, on remercie Guillaume.